Juste un mot avant de vous parler de Descartes. Aidez-moi à faire de Paroles de philosophe une grande chaîne d'éducation populaire. Rejoignez-moi sur Patreon, vous aurez accès à toutes mes nouvelles vidéos en avant-première et sans interruption publicitaire. Pour vous remercier de votre contribution, votre nom apparaîtra au générique. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le philosophe le plus mal aimé de notre époque, René Descartes. Et en essayant de comprendre pourquoi il est si mal aimé, nous allons découvrir combien le rejet de Descartes en dit long sur notre temps. Car si Descartes est aujourd'hui un philosophe quasiment réprouvé, c'est d'abord parce que les valeurs qui sont au cœur de sa philosophie sont devenues incompatibles avec ce qu'il faut bien appeler nos croyances actuelles. Désormais, chacun a ses raisons de condamner Descartes. On le condamne par exemple au nom de l'écologie. Car Descartes, en écrivant que l'homme devait se rendre maître et possesseur de la nature, aurait légitimé notre exploitation sans limite des ressources naturelles. Il serait donc le responsable philosophique de la transformation de notre planète en un immense paysage désolé, une décharge dans laquelle l'air est devenu irrespirable, les océans de vastes étendues de plastique flottant, pour ne rien dire du réchauffement climatique ni de l'extinction des espèces. Tiens, parlons-en des espèces. Parmi les plus farouches adversaires de Descartes, on trouve bien sûr les défenseurs de la cause animale. Descartes, en affirmant que les animaux n'avaient pas d'âme et qu'ils étaient dépourvus de sensibilité consciente, aurait légitimé les mauvais traitements qu'on leur inflige aussi bien dans l'industrie alimentaire que dans la recherche scientifique. Les anticolonialistes non plus n'aiment pas Descartes. C'est un lieu commun de dire que Descartes est l'incarnation même de la pensée eurocentrée. Cette pensée où les cultures européennes se perçoivent comme supérieures aux autres et au nom de laquelle elles ont justifié l'impérialisme et la domination coloniale. Allez, on continue. Descartes est aussi la bête noire des sociologues. Car Descartes, en faisant de chaque individu une entité autonome, libre et maître de son destin, lui attribue la capacité d'agir indépendamment de son contexte social. Or, la sociologie nous apprend exactement le contraire. Les individus ne sont pas des acteurs isolés, libres de leurs pensées et de leurs choix, mais ils sont conditionnés par d'innombrables facteurs culturels, économiques, politiques, qui déterminent leurs désirs et leurs comportements. Si seulement le réquisitoire pouvait s'arrêter là. Mais non, Descartes, en séparant l'âme du corps, et en soutenant que l'esprit est immatériel, a placé celui-ci en dehors du champ de la biologie. Or, une telle pensée est insoutenable dans une époque où les neurosciences triomphent et rêvent désormais de pouvoir comprendre les pensées et les émotions en observant le fonctionnement du cerveau. Et puis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Bientôt, on nous expliquera que puisque Descartes doutait de tout, il fut le précurseur du complotisme, voire du conspirationnisme. J'exagère à peine. À l'heure où penser par soi-même est presque devenu un délit, Descartes ne peut être que l'ennemi philosophique numéro 1. Nous voici donc arrivés à une situation surréaliste où celui qui fut longtemps considéré comme le plus grand philosophe français, sinon le plus grand philosophe du monde, celui qui est à la source de toutes les philosophies qui suivront, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume et jusqu'à Kant, celui que Hegel lui-même tenait pour le héros de l'histoire de la philosophie, n'est désormais plus qu'un penseur obsolète. Un penseur qui a tout faux, mais surtout un philosophe qui a commis le crime de la pensée par excellence. Parce que c'est bien cela que l'on reproche à Descartes. Un crime de la pensée. Le crime de Descartes, c'est d'avoir affirmé que l'individu doit penser par lui-même sans s'en remettre à des autorités supérieures. Pensez-vous qu'il puisse y avoir
un plus grand crime de la pensée, à l'heure où nous parlons? Alors, que nous dit exactement Descartes de si redoutable? Eh bien d'abord, Descartes nous dit une chose étonnante. Nous ne devons pas le croire, mais nous devons refaire pour nous-mêmes l'expérience qu'il a faite. Et ça, c'est l'originalité radicale de Descartes. Et c'est ce qui le distingue de la plupart des philosophes. Il ne se contente pas de nous livrer le fruit de sa réflexion, une réflexion avec laquelle nous pourrions être en accord ou en désaccord. Avec Descartes, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que, avant de nous livrer sa propre réflexion, Descartes nous donne d'abord la méthode qui lui a permis de conduire sa réflexion. Et c'est pourquoi plusieurs de ses textes fondamentaux ont souvent une allure autobiographique. C'est le cas du célèbre Discours de la méthode, comme c'est le cas des Méditations métaphysiques qui commencent ainsi, je cite. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour m'apercevoir que, dès mes premières années, j'ai pris quantité de fausses opinions pour vraies, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne saurait être que fort douteux et incertain. Et dès lors, j'ai jugé qu'il me fallait entreprendre sérieusement, une fois dans ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues auparavant et auxquelles j'avais cru, et tout reprendre à nouveau depuis les fondements si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Aujourd'hui que j'ai délivré mon esprit de toutes sortes de soucis, que par bonheur je ne me sens agité d'aucune passion, et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible retraite, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire toutes mes anciennes opinions. Et pour cela, il ne sera pas nécessaire que je les examine une par une, ce qui serait un travail sans fin. Mais puisque la ruine des fondements entraîne nécessairement avec elle tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent comme vrai et certain, je l'ai appris par les sens. Or, il m'est arrivé d'éprouver que mes sens étaient trompeurs. Et la prudence consiste à ne jamais se fier entièrement à quelque chose qui nous a déjà trompés. Fin de citation. Alors, dans ce premier paragraphe des Méditations métaphysiques, on pourrait dire qu'il y a tout Descartes, parce qu'il y a l'essentiel. L'essentiel qui est, comme nous l'avons dit, la méthode. Une méthode qui consiste à nous dire « ce n'est pas dans les livres que vous allez trouver la vérité. Ce n'est pas en consultant les textes des autres philosophes que vous découvrirez le savoir philosophique. Ce savoir, il est en vous-même. C'est donc en vous-même qu'il faut vous retourner, si vous voulez être certain que vos connaissances seront fondées sur quelque chose de solide. Alors, je ne sais pas si vous mesurez à quel point un tel propos est subversif, voire même révolutionnaire. Parce que ce que nous dit ici Descartes, c'est à peu près le contraire de ce que tout le monde nous a toujours dit. Depuis notre enfance, on nous demande de croire, de faire confiance à des autorités. Les parents, l'école, l'État, les livres, la culture. Bref, on nous dit que pour être capable de penser correctement par nous-mêmes, il faut commencer par penser comme les autres, par accepter ce que les autres ont pensé à notre place. Or, Descartes, lui, nous dit que pour apprendre à penser par nous-mêmes, nous devons d'abord être seuls et penser sans l'aide de personne. Pas même, et c'est là que c'est totalement génial, pas même avec l'aide de Descartes lui-même. Descartes nous dit « Vous ne pouvez même pas me faire confiance, car l'expérience de pensée que j'ai faite, elle n'est valable que pour moi. Vous ne pouvez pas la prendre pour argent comptant. Vous ne pouvez pas vous y fier. Mais vous pouvez, vous aussi, à votre tour, faire un travail similaire sur vous-même. » Autrement dit, vous ne saurez jamais rien de solide si vous ne commencez pas par remettre en question les fondements
de tout ce que vous croyez savoir. Mais attention, Descartes, comme nous l'avons vu, insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas de désapprendre ce que nous avons appris. Il ne s'agit pas de faire table rase et de tout réapprendre en repartant de zéro. Cela serait impossible car cela prendrait un temps infini. L'objectif n'est donc pas de détruire toutes nos connaissances, ni même de les examiner une à une, mais de détruire le socle sur lequel elles sont construites, et de voir ensuite quelles connaissances résistent à cette destruction. Or, le socle sur lequel sont construites toutes les choses que nous croyons savoir, ce sont nos sens. Et nos sens, comme nous le savons tous, peuvent nous tromper. Par exemple, des illusions d'optique peuvent nous faire voir des choses qui ne sont pas réelles. Descartes prend un exemple célèbre. Quand vous plongez un bâton droit dans l'eau, il apparaît courbé, brisé, à l'endroit où il entre dans l'eau. Alors bien sûr, ce n'est qu'une illusion visuelle, mais c'est une illusion qui prouve que ce que nous percevons n'est pas la réalité telle qu'elle est, et que ce que notre perception nous présente est toujours, en définitive, une construction de notre esprit. Bien sûr, l'illusion du bâton qui se courbe quand on le plonge dans l'eau est facile à dissiper, parce qu'on sait que le bâton est droit. Mais prenez par exemple le phénomène des mirages dans le désert. Combien de voyageurs ont été abusés, désorientés par la vision d'une source d'eau qui n'existait pas? Et il ne s'agissait même pas d'une hallucination, puisque l'on peut photographier un mirage. Mais alors, si nos sens ne sont pas fiables, cela a une conséquence terrible. Et cette conséquence, c'est que nous ne pouvons avoir aucune certitude que le monde extérieur existe. Certes, nous avons l'impression qu'il y a un monde autour de nous, avec des objets, avec cette chaise sur laquelle vous êtes assis, avec cet appareil sur lequel vous écoutez ce podcast, avec ce ciel au-dessus de nous. Mais comment savoir si ces choses existent vraiment? Pour en avoir la preuve, il faudrait que nous puissions sortir de nous-mêmes, ce qui est absolument impossible. Et là, on arrive au cœur du problème. Si nous n'avons aucune preuve que le monde existe, nous n'avons non plus aucune preuve que nous existons. Car si le monde n'existe pas, comment pourrions-nous exister hors du monde? Ce serait totalement absurde. Donc, vous voyez jusqu'où va le doute chez Descartes. Il ne s'agit pas seulement de douter par nous-mêmes. Il s'agit d'abord de douter de nous-mêmes. Car nous ne pouvons être sûrs de rien tant que nous ne sommes pas sûrs d'exister. Nous devons donc nous mettre en quête d'une première certitude, celle de notre propre existence. Il s'agit de la certitude qui est la condition de toutes les autres. Mais comment arriver à cette première certitude? Descartes, nous l'avons dit, commence par douter de tout. Il doute des sens et il doute de la réalité extérieure. Mais au terme de ce doute intégral, Descartes réalise qu'il n'y a qu'une seule chose dont il ne peut pas douter. Il ne peut pas douter du fait qu'il doute. Or, pour douter, il faut penser. Et pour penser, il faut être. Et Descartes en conclut « Je pense, donc je suis ». Il fait donc l'expérience de la conscience de soi. Alors ici, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur une idée qu'on ne souligne pas assez, mais qui est absolument cruciale. Lorsque Descartes dit « je pense, donc je suis », il le dit bien à la première personne. Il dit « je pense », autrement dit « moi, René Descartes, je pense ». Donc, moi, René Descartes, je suis. Descartes n'a jamais écrit « nous doutons, donc nous pensons ». Et c'est dans cette nuance que réside tout le génie de Descartes. Si vous voulez être certain de votre propre existence, vous ne pouvez pas vous fier au récit que Descartes fait de la découverte de sa propre conscience. Vous devez vous aussi refaire cette expérience de pensée. Ou bien une expérience de pensée similaire,
éventuellement avec vos propres termes. Mais vous seul pouvez acquérir la certitude de votre existence. Vous seul pouvez prendre conscience de vous-même. Et cela va avoir des conséquences très importantes. Parce que si l'expérience de la pensée se fait systématiquement à la première personne, alors cela veut dire que la pensée est toujours un acte individuel. Et donc que Descartes place l'individu au commencement de tout, puisque aucune vérité, aucun savoir n'a de sens en dehors de l'expérience individuelle. Descartes renverse donc toute une tradition philosophique qui remontait à l'Antiquité et qui réduisait l'individu à n'être qu'une partie d'un tout qui le dépasse. Et ce tout, dans la tradition philosophique, c'était la société. Et c'est pourquoi, 2 millénaires avant Descartes, Aristote écrivait, je cite, « Les individus ne sont que des parties intégrantes de la société, des parties qui sont inutiles si on les désassemble. » Or, ce que fait Descartes en déclarant « je pense, donc je suis », c'est inventer la notion même d'individu autonome, ce qui va produire une idée politique sans précédent. Car si ce n'est plus le tout de la société qui prévaut sur ses parties, les individus, alors cela implique que l'individu prime sur la société, qu'il n'est pas là pour permettre à la société de se réaliser, mais qu'au contraire, c'est la société qui doit avoir pour but de permettre à l'individu de se réaliser. C'est un renversement de perspective formidable que provoque la pensée de Descartes. Et c'est ce qui a fait dire à Nietzsche que Descartes était le grand-père de la Révolution française. Et de fait, Descartes est le premier philosophe à déclarer, je cite, « La puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale chez tous les hommes. Et la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que certains hommes soient plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées de façon différente. Car il ne suffit pas d'être doté de bon sens. Le principal est de bien l'appliquer. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun des mortels. » Fin de citation. Ce sont les premières lignes du discours de la méthode. Mais que nous disent-elles ? Eh bien, tout simplement ceci. Nous sommes tous égaux en raison. Et les seules inégalités d'intelligence qui nous séparent peuvent être réparées par une bonne méthode de raisonnement. Mais à partir du moment où nous sommes tous égaux en raison, alors il n'y a plus aucun prétexte à ce que nous ne soyons pas égaux politiquement. Et c'est donc bien Descartes, l'inventeur de l'égalité politique moderne. Revenons maintenant au raisonnement logique de Descartes. Nous l'avons donc résumé ainsi. Je doute de tout, mais je ne peux pas douter que je doute, donc je pense, donc je suis. Bien. Mais une fois que Descartes a établi cela, il doit ensuite se poser une autre question. Si je suis, qu'est-ce que je suis ? Et Descartes répond, en toute logique, ce « je » qui pense, cela ne peut être que mon âme. Et si mon âme peut douter de l'existence de mon corps, c'est nécessairement que mon âme est distincte de mon corps. Donc, à ce stade du raisonnement, nous savons que nous avons une âme qui pense. Cependant, nous n'en savons guère plus. Nous n'avons pour l'instant aucune preuve que notre corps existe, ni que les autres corps existent, ni que le monde autour de nous existe. Certes, nous pensons à des choses que nous croyons percevoir, cette table, cette chaise, cette pièce, ces gens autour de nous, mais toutes ces choses pourraient très bien être le fruit de notre imagination. La preuve, quand nous rêvons, nous voyons des choses qui semblent être extérieures à nous,
Et pourtant, ces choses ne sont produites que par notre esprit. Alors, comment pouvons-nous être certains qu'il n'en va pas de même lorsque nous sommes éveillés? Eh bien, parce qu'il y a une chose et une seule qui ne peut pas être le fruit de notre imagination. Cette chose, c'est nécessairement celle qui a créé notre âme. Car il est clair que je ne me suis pas créé moi-même, sinon je le saurais. Et vous l'aurez sans doute compris, cette chose qui a créé notre âme, cela ne peut être que Dieu. Nous avons donc désormais deux certitudes. La première, celle de l'existence de notre âme, dont découle la deuxième, celle de l'existence de Dieu. Bon, alors on a un peu avancé, mais on ne sait toujours pas si le monde extérieur existe. Parce que rien ne nous empêche de penser que ce Dieu qui a créé notre âme ne soit en réalité un Dieu trompeur, qui manipule nos perceptions et qui s'amuse à nous faire croire en un monde extérieur qui n'existerait pas réellement. C'est la célèbre hypothèse du malin génie. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse pour préciser que l'hypothèse du malin génie, pour Descartes, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Il ne s'agit en aucun cas d'une théorie religieuse ou spirituelle. Bien, mais pour la solidité du raisonnement, il faut tout de même la réfuter. Et pour la réfuter, on va d'abord rappeler une évidence toute simple. C'est que toutes les choses se déroulent toujours selon une chaîne de cause à effet. Or, dans une chaîne de cause à effet, il va sans dire que c'est toujours la cause qui produit l'effet. Et non pas le contraire, ce n'est jamais l'effet qui produit la cause. Et donc, il ne peut pas y avoir plus de choses dans l'effet que dans la cause. Par exemple, si je verse de l'eau dans un verre qui est vide, mon verre sera rempli d'eau, mais ce ne sera pas pour autant une menthe à l'eau. Parce que, pour obtenir une menthe à l'eau, il aurait fallu que je verse dans mon verre, en plus de l'eau, du sirop à la menthe. Bon, là, on est dans les évidences les plus simples. Eh bien, c'est le même type de raisonnement qui permet de prouver que Dieu n'est pas un malin génie qui me trompe. En effet, si je conçois dans mon esprit l'idée d'un Dieu infini et parfait, il est logiquement impossible que cette idée provienne de moi-même, puisque je suis un être fini et imparfait. Or, tout comme un verre de menthe à l'eau ne peut pas provenir seulement d'une carafe d'eau pure, une idée de perfection infinie ne peut pas surgir de l'imperfection finie de mon esprit. Par conséquent, cette idée de perfection divine ne peut avoir comme cause que quelque chose de plus parfait que moi-même, c'est-à-dire Dieu lui-même. J'ai donc maintenant la preuve logique que l'idée de Dieu ne peut être produite en moi que par Dieu lui-même. Or, si Dieu est la source de mes idées, y compris de l'idée que j'ai du monde extérieur, alors il est rationnel de penser que le monde extérieur existe. Car il serait absurde de penser qu'un être plus parfait que moi me permette de me tromper systématiquement sur la réalité qui m'entoure. Autrement dit, Dieu ne peut pas avoir créé deux choses complètement divergentes, le monde d'un côté et notre pensée de l'autre. Par conséquent, l'existence de Dieu, en tant que cause de mes idées, me fournit la base solide pour pouvoir affirmer que le monde extérieur existe réellement. Bon, alors on a répondu à beaucoup de questions, mais on n'a toujours pas résolu le problème de base, à savoir pourquoi nos sens nous trompent. Et bien maintenant, on va enfin pouvoir répondre à cette question. Et pour y répondre, on va reprendre un exemple très célèbre, un exemple qui nous est donné par Descartes lui-même, et qui est celui du morceau de cire. Descartes écrit, je cite, « Prenons un morceau de cire qui vient tout juste d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli, sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes, il est dur, il est froid, il est maniable, et si vous frappez dessus, cela fera un peu de bruit. Maintenant, si on prend ce morceau de cire et qu'on l'approche du feu,
Ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évapore, sa couleur se change, sa forme se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, et si l'on frappe dessus, cela ne fera plus aucun bruit. Et Descartes nous dit ensuite que, nous en conviendrons tous, c'est pourtant le même morceau de cire. Nous le savons avec certitude, même si, du point de vue de nos sens, il n'est plus du tout ce qu'il était avant qu'on le chauffe. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne ? Eh bien, tout simplement que notre raison est capable de corriger les erreurs que commettent nos sens. Qu'à partir du moment où notre raison peut former l'idée distincte d'une chose, elle est capable de reconnaître cette chose malgré tous les changements que nos sens perçoivent. Autrement dit, ce ne sont pas nos sens qui nous trompent, puisque c'est bien grâce à nos sens que nous reconnaissons le morceau de cire. Ce qui nous trompe, c'est en fait le jugement que nous portons sur ce que nos sens nous font percevoir. Et là, c'est un vrai coup de théâtre. Nos erreurs ne viennent pas de nos sens, elles viennent seulement d'une confiance exagérée que nous accordons au témoignage de nos sens. Un témoignage que notre entendement est cependant capable de rectifier. D'accord, les choses que nous observons avec nos sens ne nous transmettent pas ce qu'elles sont directement, mais notre entendement, après les avoir perçues, est en mesure de les rétablir telles qu'elles sont par-delà leurs transformations et leurs altérations. Ainsi, en démontrant que ce ne sont pas nos sens qui nous trompent, mais notre jugement, Descartes annonce une révolution philosophique majeure. Car jusqu'à Descartes, la philosophie partait du principe que l'esprit humain recevait passivement des impressions du monde extérieur. Or, on le voit bien avec l'exemple du morceau de cire, Descartes commence à renverser cette perspective. Notre perception du monde extérieur n'est pas simplement une réception passive des impressions sensorielles, mais d'abord une construction active de l'entendement humain. Et c'est pourquoi on peut dire que Descartes est un précurseur de Kant. Mais nous développerons ce point dans un épisode consacré à Kant, d'autant que Kant fut aussi un critique très sévère de Descartes. Revenons donc à Descartes. Si l'on devait condenser en une phrase tout ce que nous avons dit depuis le début de cet épisode, on pourrait la formuler ainsi. Descartes fonde toute connaissance sur la conscience de soi. En effet, comme nous l'avons vu, c'est sa conscience de lui-même qui lui permet de déduire l'existence de Dieu. Et c'est l'existence de Dieu qui lui permet de déduire que le monde extérieur existe. Mais toutes ces déductions découlent d'une première déduction fondamentale, l'existence du moi. Le moi est donc premier. Or, si le moi est premier, alors le moi n'est pas déterminé par autre chose que lui-même. La preuve, c'est bien notre moi qui nous a permis, grâce au doute, de prendre conscience de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça implique, concrètement ? Eh bien, cela implique l'affirmation la plus délicate, la plus discutée et la plus controversée de la philosophie de Descartes. Descartes affirme que nous sommes libres. Nous sommes libres parce que nous avons le pouvoir de faire en sorte que nos actes obéissent aux ordres de notre volonté. Ce qui signifie bien sûr que notre corps obéit à notre esprit. Et là, généralement, on s'empresse de dire que Descartes se trompe complètement. S'il se trompe complètement, c'est d'abord parce qu'il postule que la liberté est fondée sur une séparation du corps et de l'esprit. Or, pour les critiques de Descartes, cette séparation est impossible, car notre corps et notre esprit sont étroitement liés. Ils sont même interdépendants. Ainsi, nos pensées et nos décisions sont influencées par nos émotions, nos sensations et nos expériences physiques. Peut-être que vous avez déjà vu dans une librairie un livre du neurologue Antonio Damasio intitulé « L'erreur de Descartes ».
Dans ce livre, qui a connu un immense succès, Antonio Damasio affirme que tous nos processus rationnels sont profondément enracinés dans nos expériences émotionnelles. Pour prouver ce qu'il avance, Damasio présente des cas cliniques de patients qui ont subi des lésions cérébrales dans les zones du cerveau où se situent les activités émotionnelles. Et il démontre que ces lésions empêchent ces patients de prendre des décisions rationnelles. Conclusion, nos processus mentaux ne peuvent pas fonctionner sans nos processus émotionnels. Mais ce que l'on oublie souvent de dire aujourd'hui, c'est que cette objection, Descartes y avait déjà répondu par avance. En effet, dans son traité sur les passions de l'âme, Descartes soutient que les émotions, que l'on nommait à l'époque les passions, jouent un rôle essentiel dans la formation de nos jugements et de nos décisions. Et Descartes fut même le premier philosophe de l'histoire à accorder un rôle positif aux passions. Il va jusqu'à affirmer, je cite, « Les passions sont toutes bonnes par nature, et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. » Ainsi, non seulement Descartes admet que nos processus rationnels sont influencés par nos expériences émotionnelles, mais en outre, il soutient que nos émotions permettent à notre raison de s'exercer pleinement. Bref, plutôt que de parler de l'erreur de Descartes, Antonio Damasio aurait mieux fait de lire attentivement Descartes. Ça lui aurait permis de savoir que la théorie qu'il croit soutenir contre Descartes n'est en fait qu'une version moderne de la théorie que Descartes soutenait déjà il y a 4 siècles. Et donc, ça lui aurait évité de commettre ce que l'on appellera peut-être un jour l'erreur de Damasio. Mais trêve de sarcasme. Parce que le gros morceau qui nous attend, vous vous en doutez, ce n'est pas Antonio Damasio. L'adversaire principal de Descartes, c'est Spinoza. Et là, pour le coup, c'est du sérieux. Parce que Spinoza, lui, non seulement a lu Descartes, mais en plus, il en est même l'un des plus fins connaisseurs qui fut jamais. Au point qu'il n'est pas exagéré de dire que toute la philosophie de Spinoza est avant tout une réponse à Descartes. Pour Spinoza, contrairement à ce qu'affirme Descartes, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres parce que notre volonté et nos actions sont déterminées par une chaîne infinie de causes et d'effets qui nous dépassent complètement. Dans cette chaîne infinie de causes et d'effets, chaque chose qui se produit dans l'univers est la conséquence nécessaire d'une chose précédente. Et par conséquent, nos désirs, nos émotions et nos actions ne font pas exception à cette règle. Ainsi, chaque chose que nous pensons faire librement est en réalité déterminée par des causes qui échappent à notre contrôle. Pour illustrer cette idée, Spinoza prend le célèbre exemple du caillou. Imaginons un caillou qui dévale une colline. Il roule parce qu'il est poussé par des causes externes, la pente de la colline, la gravité, etc. Le mouvement du caillou est donc complètement déterminé par ces causes. Maintenant, imaginons, nous dit Spinoza, que le caillou, en plein milieu de sa chute, soit soudain doué de conscience. Alors, comme ce caillou ignore les causes qui provoquent sa chute, il va s'imaginer que c'est lui qui décide de dévaler la pente, qu'il le fait librement par sa propre volonté. Eh bien, il en va de même pour les êtres humains. Les êtres humains se croient libres uniquement parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorant des causes qui les déterminent. Alors là, on a affaire à un argument très solide et très puissant. Et on peut vraiment se poser la question, est-ce que la philosophie de Descartes peut survivre à celle de Spinoza? Bien sûr, les spinozistes vous diront que non. Et les habitués de cette chaîne savent que je suis plutôt spinoziste. Et pourtant, si l'on reprend l'exemple du caillou, on peut aussi soutenir qu'à partir du moment où ce caillou est doué de conscience, il est du même coup, grâce à la volonté qui réside dans sa conscience,
en mesure d'infléchir sa trajectoire initiale. Et là, on voit bien qu'il y a dans la philosophie de Descartes comme un noyau dur qui résiste à la critique de Spinoza. Et ce noyau dur, c'est justement l'expérience que nous faisons de la liberté. Qui n'a pas fait, au moins une fois dans sa vie, l'expérience de la liberté? Qui, en face de deux possibilités, n'a jamais ressenti au plus profond de lui-même que s'il faisait tel choix plutôt que tel autre, il le faisait librement? Prenons un exemple très frappant. C'est le choix auquel nous sommes confrontés lorsque nous tombons malades. Je veux dire gravement malades, avec des symptômes alarmants. Eh bien, vous le savez, il y a des gens qui ont tellement peur des piqûres, des hôpitaux, des opérations, qu'ils refusent de se soigner, au point qu'ils finissent parfois par en mourir. On connaît l'histoire de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui a eu peur d'avoir recours à la chirurgie pour soigner son cancer et qui a préféré des traitements alternatifs à base de jus de fruits. Et lorsque Steve Jobs a finalement accepté les traitements médico-scientifiques, il était trop tard. Et des exemples comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des gens qui, malgré leur phobie du monde médical, vont tout de même surmonter leur peur. Certes, ils ne vont pas aller chez le médecin tout de suite. Ils vont d'abord hésiter, tergiverser, passer par un stade d'indécision. Et puis, après ce temps de flottement, ils vont prendre leur courage à deux mains et ils vont accepter de se faire soigner. Eh bien, au moment où ces gens-là prennent leur décision, ils font tout simplement, au plus profond d'eux-mêmes, l'expérience cartésienne de la liberté. Leur corps va finalement obéir à leur raison. Voici maintenant un autre exemple beaucoup plus léger et qui parlera sûrement aux adolescents qui nous écoutent. L'une des choses les plus difficiles à faire lors des premières relations amoureuses, c'est le premier pas. On n'ose pas. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Encore un moment de flottement, encore un moment où l'âme est suspendue entre deux possibilités. Et dans ce moment-là, chacun de nous en a fait l'expérience, tout est possible, rien n'est écrit. C'est comme si la chaîne infinie des causes et des effets était coupée en deux et qu'elle attendait qu'on y apporte nous-mêmes notre propre maillon. Et si on se décide à faire le premier pas, alors on sent bien qu'on a exercé une liberté. On en a la certitude. Dernier exemple. Vous croisez dans la rue une personne pour qui vous avez le coup de foudre. La personne passe, il faut agir, il faut lui parler, lui donner votre numéro de téléphone, faire n'importe quoi avant qu'elle ne s'éloigne à jamais. Et vous n'avez que quelques secondes pour surmonter votre gêne, votre timidité. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, pendant ces quelques secondes, vous faites l'expérience profonde de votre totale liberté. Il ne tient plus qu'à vous d'y aller ou de ne pas y aller. Et vous le savez. Aucun raisonnement, aussi complexe soit-il, ne peut vous enlever cette conscience profonde de la liberté que vous éprouvez à ce moment-là. Ces trois exemples que je viens de vous donner illustrent tous la même idée. C'est l'expérience qui prouve la liberté. Et la liberté n'a pas besoin de plus de preuves. Parce que la liberté, ce n'est pas quelque chose qui se démontre. Descartes est très précis là-dessus puisqu'il écrit, je cite, « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. » Fin de citation. Alors bien sûr, il faut s'entendre sur ce que nous appelons liberté et sur ce que nous appelons volonté. Par exemple, si vous décidez d'élargir la prunelle de vos yeux, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas ce pouvoir sur votre corps. On pourrait donc en déduire que nous n'avons pas de réel pouvoir sur notre corps. Mais en fait, ce raisonnement est biaisé. Parce que, certes, si votre pupille ne s'élargit pas quand vous décidez de l'élargir, en revanche, elle s'élargit d'elle-même lorsque vous décidez de regarder au loin. Et cet exemple nous permet de comprendre
comment fonctionne notre volonté et notre liberté. Notre liberté ne consiste pas à exercer un contrôle direct sur notre corps, mais elle consiste en notre capacité à orienter nos intentions vers des objectifs plus vastes, objectifs qui, à leur tour, déclenchent des réponses automatiques de notre corps. La véritable liberté réside donc dans la capacité à diriger notre raison, plutôt que dans l'illusion de contrôler chaque aspect de notre existence physique. Mais surtout, comme nous venons de le voir, notre liberté est avant tout un courage de l'âme. C'est ce courage de l'âme qui nous permet de briser les déterminismes, comme la peur, la phobie ou encore la timidité. Mais pour conquérir ce courage, il nous faut d'abord revenir en nous-mêmes, prendre conscience de l'autonomie de notre moi et comprendre que notre moi est libre de penser, libre d'ordonner les pensées et libre de ses choix. C'est cela la méthode que nous propose Descartes. Et cette méthode n'est pas, contrairement à la caricature qu'on en fait souvent, une méthode de rationalité excessive. C'est surtout la méthode de la liberté. Parole de philosophe.